Dans le tumulte vibrant de la cafétéria du lycée Montaigne, Lin Nguyen, une nouvelle élève aux cheveux noirs noués en une queue de cheval stricte, se tenait figée, cernée par trois silhouettes menaçantes. Antoine Dubois, grand, charismatique, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux d'un bleu glacial, la toisait avec une assurance arrogante. Alors, qui est Kosti Toulouse, la nouvelle, tu connais les règles ici, aïe. Lança-t-il, sa voix résonnant dans le silence soudain de la salle. À ses côtés, Jules Martin, un garçon aux cheveux en bataille, faisait craquer ses doigts avec un rictus, tandis que Rémi Leclerc, plus discret mais tout aussi intimidant, scrutait Lynn comme une proie facile. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Lynn, derrière son apparence discrète, était une ceinture noire de taekwondo, forgée par 8 années d'entraînement rigoureux. Ses poings, entraînés à frapper avec une précision mortelle, restaient, pour l'instant cachés sous sa retenue adolescente. Mais aujourd'hui, dans ce lycée de Marseille où les hiérarchies sociales régnaient en maître, Lynn allait devoir décider, plier sous la menace ou riposter. Le regard d'Antoine s'aiguissa, et la cafétéria retint son souffle, sentant qu'un orage se préparait. Lynn était arrivée à Marseille quelques semaines plus tôt, suivant sa mère, le docteur Min Nguyen, une chirurgienne dévouée à l'hôpital de la Timone. À 16 ans, Lynn avait grandi dans l'ombre d'un dojo, où Maître Kim, un instructeur sévère mais bienveillant, lui avait appris non seulement les coups de pied sautés et les blocs défensifs, mais aussi une philosophie. Ne montre jamais ta faiblesse, mais ne cherche jamais la guerre. À Montaigne, elle espérait se fondre dans la masse, éviter les regards curieux et les questions sur ses origines vietnamiennes. Ses vêtements étaient simples, un jean délavé, un sweat gris, des baskets usées, et ses écouteurs toujours vissés aux oreilles, comme un bouclier contre le monde. Mais dans ce lycée, où les élèves se répartissaient en clans bien définis, l'invisibilité était un luxe rare. Les populaires occupaient les tables centrales de la cafétéria, les sportifs dominaient un coin près des distributeurs, et les théâtreux, avec leurs éclats de voix dramatiques, s'entassaient près des fenêtres. Lynn, elle, cherchait juste une place pour manger son sandwich en paix. Ce premier jour, tout semblait encore gérable. Les couloirs bourdonnaient d'une énergie matinale, mélange de rires et de chuchotements. Lynn traversa la foule, tête baissée, évitant les regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Elle pouvait compter sur les doigts d'une main les visages qui ne lui ressemblaient pas dans cette mer de peau claire. Marseille, avec son mélange cosmopolite, n'était pas censé lui donner ce sentiment d'isolement, mais Montaigne semblait jouer selon ses propres règles. En classe de biologie, elle s'assit au fond, prenant des notes méticuleuses, ignorant les coups d'œil curieux de ses camarades. Le cours d'histoire qui suivit fut plus tendu, un élève murmura quelque chose à propos de son accent, et un ricanement étouffé parcourut la salle. Lynn garda son calme, comme Maître Kim le lui avait enseigné, contrôle ton souffle, contrôle ta peur. Mais c'est à la pause déjeuner que les choses prirent une tournure plus sombre. Dans la cafétéria, Lynn s'installa à une table vide, son sandwich à peine entamé. Elle observait discrètement la dynamique sociale du lieu, notant les hiérarchies implicites. C'est alors qu'Antoine Dubois s'approcha, flanqué de Jules et Rémi. Antoine, avec sa veste de marque parfaitement ajustée et son allure de leader incontesté, semblait incarner l'autorité naturelle de ceux qui n'ont jamais été défiés. « Bienvenue, la nouvelle », dit-il, son ton mielleux masquant à peine une menace. « Ici, les nouveaux paient une taxe. Une petite assurance pour éviter les accidents. » Jules, avec un sourire narquois, ajouta. « Les casiers qui se bloquent, les livres qui disparaissent, les gens qui te bousculent dans les couloirs. Tu vois le genre. » Rémi, plus silencieux, se contenta de croiser les bras, renforçant l'intimidation par sa présence. Lynn leva les yeux, son regard calme mais direct. « Je ne paie rien ?» répondit-elle, sa voix posée tranchant l'air comme une lame. Un murmure parcourut la salle. Antoine plissa les yeux, déstabilisé par ce refus catégorique. « Mauvais choix. » murmura-t-il avant de s'éloigner, laissant derrière lui une tension palpable. À une table voisine, Claire Dupont, une fille frêle aux lunettes épaisses, observait la scène, ses mains tremblantes serrant son plateau. Claire connaissait bien Antoine. L'année précédente, il avait jeté son sac dans une poubelle devant tout le monde,
et personne n'avait osé intervenir. Elle baissa les yeux, honteuse de son propre silence, mais quelque chose dans l'attitude de Lynn, cette assurance tranquille, alluma une étincelle en elle. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que quelqu'un pouvait tenir tête à Antoine. Les jours suivants, le harcèlement s'intensifia. Le casier de Lynn fut vandalisé, du chewing-gum avait été enfoncé dans la serrure, rendant l'ouverture impossible. Elle passa 10 minutes à essayer de le débloquer, sous les rires étouffés de Jules, qui passa en sifflotant. Problème, lança-t-il avec un sourire moqueur. Lynn ne répondit pas, mais son regard acéré le fit détourner les yeux. Plus tard, en cours d'histoire, elle découvrit que son cahier de notes avait disparu. Elle le retrouva entre les mains de Rémi, qui le brandissait comme un trophée, lisant à voix haute ses annotations avec un accent exagéré. « Regardez, la petite génie asiatique croit qu'elle va nous impressionner. » Lynn s'approcha calmement. « Rends-en-le-moi. » Rémi ricana, tenant le cahier hors de portée. « Prouve que c'est à toi. » Lynn ne chercha pas à discuter. Elle sortit son téléphone, prit une photo de Rémi avec le cahier, et dit « Pour la preuve, au cas où je devrais porter plainte. » Le sourire de Rémi s'effaça, et il jeta le cahier à ses pieds avant de s'éloigner, furieux. Ce soir-là, Lynn rentra chez elle, l'esprit agité. Dans leur appartement modeste, sa mère, Min, était encore en blouse, préparant un dîner rapide après une garde de nuit. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle, remarquant le silence inhabituel de sa fille. « Juste un nouveau lycée, » répondit Lynn, esquivant le regard inquiet de sa mère. Elle ne voulait pas l'inquiéter, pas alors que Min portait déjà le poids de ses longues heures à l'hôpital. Après le dîner, Lynn descendit au sous-sol, où sa mère avait installé un sac de frappe. Pendant 40 minutes, elle enchaîna les coups, jab, direct, coups de pied circulaires, la sueur perlant sur son front. Chaque frappe était une réponse aux humiliations de la journée. Les mouvements, instinctifs après des années d'entraînement, semblaient aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Le lendemain, l'escalade continua. En cours de chimie, ses lunettes de protection disparurent, l'obligeant à emprunter une paire rayée qui rendait la lecture des mesures impossible. À la pause, quelqu'un renversa, accidentellement, du jus sur son sac à dos. Lynn ramassa ses affaires sans un mot, mais sa vision périphérique restait en alerte, comme Maître Kim le lui avait appris. Vois tout, anticipe tout. Dans le couloir, elle croisa Claire, qui baissa les yeux mais murmura « Fais attention. Antoine n'aime pas qu'on lui résiste. » Lynn hocha la tête, intriguée par cette fille timide qui semblait vouloir l'aider sans oser le dire. Le point de rupture arriva en cours de littérature, avec Madame Dubois, une professeure passionnée mais parfois distraite. La classe discutait de L'étranger de Camus, et Antoine leva la main, son sourire en coin plus acéré que jamais. Madame Dubois, je pense que Lynn devrait partager ses idées. Elle doit avoir une perspective unique, non ? Le sous-entendu racial était évident, et la classe se tut, mal à l'aise. Madame Dubois, hésitante, encouragea Lynn. D. Aimeriez-vous partager vos réflexions sur l'aliénation dans le roman ? Lynn prit une inspiration, puis répondit avec une clarté qui surprit tout le monde. Elle parla de l'absurde chez Camus, de la lutte pour trouver du sens dans un monde hostile, liant subtilement le texte à sa propre expérience d'étrangère dans ce lycée. La classe écouta, captivée, mais Antoine ne lâcha pas. Impressionnant, dit-il, son ton dégoulinant de sarcasme. On dirait presque que tu veux prouver quelque chose. Les gens comme toi doivent travailler dur pour se faire accepter, pas vrai ? Le silence s'alourdit. Madame Dubois rougit, cherchant ses mots, mais Lynn répondit, sa voix ferme comme l'acier, je ne prouve rien. Je dis ce que je pense. Ce soir-là, en rentrant, Lynn trouva une lettre glissée dans son sac. Une écriture soignée, anonyme, disait « Ne les laisse pas gagner. Quelqu'un t'observe. » Intriguée, elle la plia soigneusement et la rangea dans sa poche. Était-ce Claire, quelqu'un d'autre ?
Au dojo du sous-sol, elle frappa le sac avec une intensité nouvelle, chaque coup libérant une colère contenue. Antoine avait franchi une ligne. Il voulait une guerre? Il allait la voir. Lynn ne savait pas encore comment, mais une chose était sûre, elle ne plierait pas. Dans les couloirs de Montaigne, une tempête se préparait, et Lynn Nguyen, la fille est discrète, était prête à en être le cœur. Sous le ciel crépusculaire du parking du lycée Montaigne, Antoine Dubois riait bruyamment, entouré de Jules Martin et Rémi Leclerc, savourant une nouvelle journée de domination. Leur arrogance emplissait l'air, jusqu'à ce que Lynn Nguyen apparaisse, son sac à dos tombant au sol avec un bruit sourd, comme une déclaration de guerre. Arrête les jeux, Antoine, lança-t-elle, sa voix claire et tranchante, résonnant dans le silence soudain. Les élèves autour s'immobilisèrent, téléphone sorti, sentant un drame imminent. Antoine ricana, son assurance intacte. Tu crois pouvoir me défier, toi? Lynn ne répondit pas par des mots. En un éclair, elle esquiva la main d'Antoine qui tentait de l'attraper, pivota avec une précision fluide et utilisa son propre élan pour le faire trébucher. Avant qu'il ne puisse se relever, un coup de coude précis au plexus solaire le plia en deux. Jules chargea, furieux, mais Lynn faucha ses jambes d'un mouvement de taekwondo, l'envoyant s'étaler sur l'asphalte. Rémi hésita, réalisant trop tard que leur cible n'était pas une victime ordinaire. La foule retint son souffle. Montaigne venait de découvrir que Lynn Nguyen, la nouvelle discrète, était une combattante. Le lendemain, une vidéo de l'incident, filmée par un élève anonyme, inonda les réseaux sociaux. Les commentaires fusèrent. Elle a humilié Antoine. Enfin quelqu'un qui ne se laisse pas faire. À la cafétéria, Lynn sentit les regards peser sur elle. Certains étaient admiratifs, d'autres méfiants. Elle s'assit seule, comme à son habitude, mais l'atmosphère avait changé. Claire Dupont, la fille timide aux lunettes épaisses, s'approcha, accompagnée de Sophie Garnier, une élève de seconde au visage marqué par l'inquiétude. « Lynn, on peut te parler ?» murmura Claire, jetant des regards nerveux autour d'elle. Sophie, triturant ses manches, ajouta « On a besoin de ton aide. À l'arrêt de bus, des gars de rive gauche nous harcèlent. Hier, ils ont vidé mon sac et m'ont insulté. » Lynn posa son sandwich, son regard s'adoucissant. « Quand est-ce qu'ils viennent ?» Claire sembla surprise par la simplicité de la question. « Tous les jours, vers 15h20. » Lynn hocha la tête. « Je serai là. » Ce jour-là, à l'arrêt de bus de la rue Désirable, Lynn se tenait aux côtés de Claire et Sophie, observant la rue déserte. Le soleil d'après-midi projetait des ombres longues, et une brise fraîche agitait les feuilles des platanes. Sophie vérifiait son téléphone nerveusement. « Ils arrivent toujours à cette heure », chuchota-t-elle. À 15h22, une vieille Renault cabossée s'arrêta dans un crissement de pneus, la musique hurlant à travers les vitres ouvertes. 3 lycéens en sortirent, Lucas Moreau, grand et blond, avec un air de chef incontesté, Théo Garnier, aux bras tatoués et au regard provocateur. Et Marc Lemoine, plus petit mais agressif. Lucas repéra Lynn immédiatement, ses yeux se plissant. « C'est qui, la nouvelle ?» demanda-t-il, s'adressant à Claire. « Personne. » répondit-elle précipitamment. « On attend juste le bus. » Théo ricana, contractant ses tatouages. « On dirait quelqu'un, moi. Quelqu'un qui n'a rien à faire ici. » Marc s'approcha de Sophie, envahissant son espace. « Tu as su ramener des renforts, ma belle ? Pas très amical, ça. » Lynn s'avança, sa voix calme mais ferme. « Tiens. Je suis ici pour discuter. Vous allez laisser ces filles tranquilles. » Les 3 garçons échangèrent un regard, puis éclatèrent en de rire. Lucas s'essuya les yeux, théâtral. « Oh, c'est la meilleure. Une fille qui croit pouvoir nous donner des ordres. » Lynn ne bougea pas.
Ce n'est pas un ordre. C'est un fait. Votre harcèlement s'arrête aujourd'hui. Marc, perdant patience, tendit la main pour attraper Sophie. En un instant, Lynn intercepta son bras, le tordant avec une précision qui le fit grimacer. D'un coup sec, elle le repoussa, et Marc recula en titubant. Lucas chargea, furieux, mais Lynn pivota, fauchant ses jambes d'un coup de pied circulaire. Théo tenta un coup de poing, mais elle esquiva, frappant son plexus d'un coup de coude qui le fit s'effondrer, haletant. Sophie, tremblante, filmait toute la scène sur son téléphone. Partez, ordonna Lynn, sa posture toujours équilibrée. Lucas, se relevant péniblement, cracha. Ce n'est pas fini. Mais les trois s'éloignèrent, vaincus, sous les regards stupéfaits des passants. La vidéo de l'arrêt de bus, postée par Sophie sur les réseaux sociaux, devint virale en quelques heures. Les commentaires affluèrent. Cette fille est une légende. Rive gauche a trouvé plus fort qu'eux. Mais Céline n'avait pas prévu les conséquences. Le lendemain, à l'école, elle fut convoquée par la principale, Madame Lefebvre, une femme sévère mais dépassée par les tensions du lycée. Lynn, ces vidéos causent un scandale, dit-elle, tapotant un dossier sur son bureau. Des parents se plaignent. Lynn croisa les bras. Je n'ai fait que protéger Claire et Sophie. Madame Lefebvre soupira. Je comprends, mais la violence n'est pas une solution. Lynn ne répondit pas, sentant que la principale évitait le vrai problème, l'impunité des harceleurs comme Antoine. De retour en classe, Lynn trouva un nouvel allié inattendu. Malik Traoré, un élève discret qu'il avait observé depuis le début, s'approcha à la pause. « Tu as secoué les choses. » dit-il, un sourire en coin. « Mais fais gaffe. Antoine ne va pas laisser passer ça. Son père possède la moitié des commerces de la ville, et son oncle est dans la police. » Lynn haussa un sourcil. « Tu essaies de me faire peur ?» Malik secoua la tête. « J'essaie de te prévenir. Antoine ne se bat pas seul, et il ne se bat pas à la loyale. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Malik s'éclipsa dans la foule. Ce soir-là, en fouillant dans la bibliothèque du lycée pour un devoir, Lynn tomba sur un vieux carnet oublié entre deux étagères. Les pages jaunies portaient le nom de Camille Dubois, une ancienne élève. Le journal racontait son calvaire, des années de harcèlement par un groupe de garçons, des signalements ignorés par l'administration, et finalement, son départ forcé du lycée. Une phrase frappa Lynn. Il compte sur notre silence. Mais si quelqu'un parlait, tout pourrait changer. Inspirée, Lynn décida de transformer sa colère en action. Elle parla à Monsieur Gérard, le professeur de sport, un homme bourru mais juste, qui avait remarqué sa posture athlétique en cours de gym. « J'aimerais enseigner des bases d'autodéfense aux élèves, proposa-t-elle. Gérard haussa un sourcil, puis sourit. « Pourquoi pas ? Mais pas de bagarre dans mon gymnase, compris ? » Le lendemain, Lynn organisa une première session après les cours. Claire, Sophie, Malik, et une poignée d'autres s'y joignirent. Elle leur enseigna des postures défensives, des techniques pour se dégager d'une prise, et surtout, comment projeter de la confiance. Ce n'est pas juste se battre, expliqua-t-elle. C'est apprendre à ne plus avoir peur. Claire, hésitante au début, réussit à bloquer un coup simulé, et un sourire illumina son visage. Sophie, encouragée, raconta comment les garçons de rive gauche l'avaient terrorisée pendant des mois. Pour la première fois, ses élèves se sentaient écoutés, fort. Mais la tempête approchait. Antoine, humilié par la vidéo du parking, s'était allié à Lucas Moreau. Ensemble, ils portèrent plainte contre Lynn, l'accusant d'agression sans provocation. Un matin, 2 policiers se présentèrent au lycée. Lynn, convoquée au bureau de la principale, sentit son cœur s'accélérer en voyant sa mère,
Mine, déjà là, le visage blême. Mademoiselle Nguyen, dit un officier, vous devez nous suivre pour un interrogatoire. Mine, furieuse, s'interposa. Ma fille n'a rien fait de mal. Mais l'officier resta impassible. 6 plaignants affirment le contraire. Dans la salle d'interrogatoire, Mine engagea Mai Fournier, une avocate réputée pour sa ténacité. Lynn raconta tout, la taxe exigée par Antoine, le casier vandalisé, le cahier volé, l'enregistrement manipulé qu'Antoine avait diffusé en cours pour l'humilier. Mais Fournier prenait des notes, son regard s'aiguisant. Avez-vous des preuves? Lynn hocha la tête. Des photos du casier, la vidéo du parking, et peut-être des enregistrements de vidéosurveillance. Mine, bouleversée, murmura. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Lynn baissa les yeux. Je pensais pouvoir gérer seul. Au lycée, la nouvelle de l'interrogatoire de Lynn se répandit comme une traînée de poudre. Claire, en larmes, se reprochait d'avoir demandé son aide. Sophie, plus déterminée, lança un groupe de discussion en ligne, Justice pour Lynn, qui gagna des dizaines de membres en 1 heure. Malik organisa une manifestation improvisée à la cafétéria, brandissant une pancarte. Arrêtez de protéger les harceleurs. Pendant ce temps, Antoine et Lucas tramènent leur revanche dans l'ombre, confiants dans l'influence de leur famille. Méline, soutenue par sa mère, Monsieur Gérard, et une communauté naissante d'élèves, sentait une force nouvelle grandir en elle. Elle n'était plus seule. Le combat pour la justice venait de commencer. La salle d'audience du palais de justice de Montaigne vibrait d'une tension palpable, ses bancs de bois craquant sous le poids des spectateurs. Élèves, parents, journalistes, et habitants du quartier s'entassaient dans l'espace étroit, leurs murmures formant un bourdonnement constant. Au centre, Lynn Nguyen se tenait droite, son regard calme mais déterminé fixé sur la juge Claire Beaumont, une femme d'une 50aine d'années au visage sévère mais juste. En face, Antoine Dubois, flanqué de Jules Martin, Rémi Leclerc, et les 3 lycéens de rive gauche, Lucas Moreau, Théo Garnier, et Marc Lemoine, joignent les victimes, leurs têtes baissées et leurs expressions soigneusement étudiées. Leur avocat, Messieurs Boissard, un homme élégant aux manières suaves, entamait sa plaidoirie, décrivant Lynn comme une agresseuse violente, une menace pour la communauté. Mais lorsque Mai Fournier, l'avocate de Lynn, se leva et diffusa les vidéos non modifiées, celles du parking de Montaigne et celles de l'arrêt de bus, la vérité éclata comme un coup de tonnerre. Les images montraient clairement Antoine et ses complices provoquant Lynn, menaçant Claire et Sophie, et recevant une réponse défensive précise et maîtrisée. Les murmures s'amplifièrent, et les visages des plaignants pâlirent. Lynn n'était pas une criminelle. Elle était une héroïne, et la salle d'audience, suspendue à chaque mot, le savait. Le procès, qui devait initialement sceller le sort de Lynn, se transforma rapidement en une mise à nu des dysfonctionnements du lycée Montaigne et de la culture du harcèlement qui y régnait. Mais Fournier appela Malik Traoré à la barre comme premier témoin de la défense. Malik, d'ordinaire discret, parla avec une assurance nouvelle, décrivant 3 années de terreur infligées par Antoine et ses acolytes. Ils choisissaient leur cible, expliqua-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Les nouveaux, les timides, ceux qui n'avaient personne pour les défendre. J'ai vu Antoine pousser un élève dans les escaliers l'année dernière. Il a dit que c'était un accident, et tout le monde l'a cru. Les jurés échangèrent des regards, et Mai Boissard, mal à l'aise, tenta d'interrompre, mais la juge Beaumont le fit taire d'un geste sec. Claire Dupont suivit, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle témoignait, la voix tremblante mais résolue. Elle raconta comment Antoine avait jeté son sac dans une poubelle, comment il l'avait humilié devant toute la cafétéria, et comment Lynn, en la défendant à l'arrêt de bus, lui avait redonné espoir. Sans Lynn, je serais encore terrifiée tous les jours, dit-elle, des larmes roulant sur ses joues. Sophie Garnier, plus assurée, compléta son récit, décrivant l'agression des garçons de rive gauche.
Ils nous ont encerclés, ils ont attrapé mon bras, ils ont vidé mon sac. Lynn nous a sauvés. Sa voix, claire et ferme, fit naître des murmures d'approbation parmi les spectateurs. Mais Fournier diffusa alors la vidéo de l'arrêt de bus, où l'on voyait Lucas, Théo et Marc menacer les deux filles avant que Lynn n'intervienne avec une précision chirurgicale. La salle retint son souffle, et le visage de Lucas devint écarlate sous les regards accusateurs. Mais le témoignage le plus inattendu vint de Madame Martin, une ancienne professeure de français du lycée Montaigne, retirée depuis 2 ans. Mais Fournier l'avait retrouvée après avoir découvert une vieille lettre qu'elle avait adressée à l'administration, signalant le comportement d'Antoine. À la barre, Madame Martin, les cheveux gris impeccablement coiffés, parla avec une dignité tranquille. « J'ai enseigné à Montaigne pendant 20 ans, commença-t-elle. J'ai vu des élèves comme Antoine abuser de leur pouvoir, et j'ai essayé d'agir. J'ai signalé ces agissements à la direction, mais on m'a dit de ne pas insister. Le père d'Antoine, Monsieur Dubois, avait trop d'influence. J'ai quitté l'enseignement, écœuré par cette injustice. » Sa voix trembla légèrement, mais elle fixa la juge. Lynn a fait ce que nous, adultes, aurions dû faire depuis longtemps. La salle éclata en applaudissements, rapidement réprimés par le marteau de la juge, mais le message était clair. Montaigne avait failli à ses élèves. Les plaignants, eux, s'effondrèrent sous le contre-interrogatoire. Antoine, le premier à témoigner, raconta une version fabriquée où Lynn l'avait attaqué sans raison sur le parking. Mais Fournier le désarçonna en diffusant l'enregistrement original de la discussion en cours de littérature, où Lynn avait brillamment analysé Camus, suivi de la version manipulée par Antoine pour l'humilier. Une blague, bafouilla-t-il, mais sa nervosité trahit son mensonge. Jules et Rémi, moins préparés, contrediraient leur propre chronologie, incapables d'expliquer pourquoi les caméras de surveillance les montraient en train de vandaliser des casiers le même jour où ils prétendaient être victimes. Lucas, à la barre pour rive gauche, tenta de dépeindre Lynn comme une agresseuse, mais la vidéo de l'arrêt de bus réduisit son témoignage à néant. Que vous voulez dire que 3 lycéens ont été terrassés par une fille seule, en se défendant? Lança Amy. Fournier, ironique. Lucas marmonna, incapable de répondre. Enfin, Lynn prit la parole. Vêtue simplement, elle s'avança à la barre, son calme contrastant avec la nervosité des plaignants. « Je n'ai jamais voulu me battre, » dit-elle, sa voix posée résonnant dans la salle. « Je voulais juste aller au lycée, apprendre, être en sécurité. Mais Antoine et les autres ne m'ont pas laissé le choix. Ils m'ont harcelé, ils ont harcelé Claire, Sophie, et tant d'autres. Quand j'ai vu qu'on ne faisait rien pour nous protéger, j'ai agi. Pas pour me venger, mais pour défendre ce qui est juste. » Ces mots, simples mais puissants, touchèrent les jurés. Mine, assise au premier rang, essuya une larme, fière de sa fille. La salle, suspendue à son témoignage, sentit que Lynn incarnait quelque chose de plus grand, le courage de dire non à l'injustice. Dans sa plaidoirie finale, Fournier s'adressa directement au sens de la justice de la juge. « Votre honneur, ce n'est pas Lynn Nguyen qui devrait être jugée aujourd'hui, mais un système qui a permis à des harceleurs comme Antoine Dubois et Lucas Moreau d'agir en toute impunité. Punir Lynn, c'est dire aux victimes qu'elles doivent se taire, qu'elles n'ont pas le droit de se défendre. Les preuves se sont claires. Chaque action de ma cliente était une réponse à une agression. Elle n'a pas cherché la violence. Elle a cherché la justice. » Mais Boissard tenta une dernière défense, insistant sur la prétendue dangerosité de Lynn, mais ses arguments sonnaient creux face aux vidéos et aux témoignages accablants. La juge Beaumont se retira pour délibérer. Les 30 minutes qui suivirent semblèrent une éternité. Dehors, une foule d'élèves, menée par Malik, Claire et Sophie, manifestait avec des pancartes. Justice pour Lynn. Arrêtez de protéger les harceleurs. À l'intérieur, Lynn serrait la main de sa mère,
ignorant si elle sortirait libre ou menottée. Lorsque la juge revint, la salle se tut. Après l'examen des preuves et des témoignages, déclara-t-elle, son regard fixé sur Lynn, cette cour déclare l'accusé non coupable de toutes les charges. La salle explosa en acclamations. La juge frappa son marteau, puis ajouta. De plus, je recommande au procureur d'enquêter sur des accusations de parjure contre les plaignants. Les cris redoublèrent, et Lynn, submergée, serra Mine aimée. Fournier dans ses bras, enfin libéré. Antoine, pétrifié à la table des plaignants, sentit le sol se dérober sous lui. Son père, Monsieur Dubois, murmura, furieux, à mais. Boissard. Vous aviez dit que c'était gagné d'avance. L'avocat, déjà en train de ranger ses affaires, répondit froidement. Votre fils m'a menti. Les vidéos ont tout changé. Jules et Rémi, blêmes, évitèrent le regard de leurs parents, conscients que les accusations de parjure pourraient les suivre longtemps. À rive gauche, Lucas, Théo et Marc quittèrent le tribunal en silence, leur arrogance brisée. La mère de Théo, overhearing leur conversation, lança « Vous auriez dû y penser avant de mentir sous serment. » Dehors, la célébration battait son plein. Malik, brandissant une pancarte, cria « On a gagné !» Claire et Sophie, en larmes, enlacèrent Lynn. « Tu l'as fait ?» murmura Claire. « Non », corrigea Lynn, souriant. « Nous l'avons fait. » Mine, observant sa fille entourée d'élèves reconnaissants, sentit une fierté immense. La jeune fille discrète qu'elle avait élevée était devenue un symbole de courage pour toute une communauté. Les semaines suivantes apportèrent des changements radicaux à Montaigne. Madame Lefebvre, échaudée par son propre témoignage sur les signalements ignorés, mit en place une politique de tolérance zéro contre le harcèlement. Des formations furent organisées pour les professeurs, et un comité d'élèves, dirigé par Malik, fut créé pour signaler les incidents. Le programme d'autodéfense de Lynn, désormais officiel, attira plus de 100 élèves. Sous la supervision de M. Gérard, le gymnase devint un lieu d'apprentissage où les adolescents, comme Claire, apprenaient à se tenir droit, à projeter de la confiance, et à désamorcer les conflits. Sophie, autrefois terrifiée, devint instructrice, enseignant aux plus jeunes des techniques de dégagement. Le mieux, disait-elle, c'est de ne plus avoir peur. Antoine ne revint jamais à Montaigne. Les accusations de parjure, combinées à des poursuites civiles de familles et d'élèves harcelés, le poussèrent à s'inscrire dans une école privée loin de Marseille. Ses parents, humiliés, vendirent leur maison. Jules et Rémi plaidèrent être coupables pour faux témoignages, écopant de travaux d'intérêt général et de suivi psychologique. À rive gauche, Lucas fut expulsé, et Théo et Marc, suspendus, perdirent toute crédibilité. Leur réputation, si soigneusement construite, s'effondra. Un après-midi de printemps, Lynn reçut une lettre au bureau du lycée. Une écriture soignée, signée d'un élève de Normandie, disait « Grâce à ton histoire, nous avons créé un groupe d'autodéfense. 0 incident de harcèlement ce semestre. Merci. » Lynn sourit, ajoutant la lettre à une pile grandissante dans son casier. Dans la cour, elle observa les élèves s'entraîner, riant et se soutenant mutuellement. Montaigne avait changé. Les couloirs, autrefois oppressants, résonnaient d'une énergie nouvelle. Lynn, la fille discrète, avait allumé une lumière que rien ne pouvait éteindre. Elle n'avait pas cherché à être une héroïne, mais en défendant ce qui était juste, elle avait transformé une communauté entière. L'histoire de Lynn Nguyen dans Les ombres de Montaigne est une ode vibrante et au courage, à la résilience et à la quête de justice face à l'adversité. Cette jeune fille, nouvelle dans un lycée où règnent les hiérarchies et les injustices, incarne une force tranquille qui transcende les clichés. À travers son parcours, marqué par le harcèlement, la résistance et finalement le triomphe, cette histoire résonne profondément avec les valeurs françaises d'égalité, de liberté et de fraternité, tout en offrant des leçons universelles applicables à la vie quotidienne. Le premier aspect frappant de l'histoire est le courage de Lynn face à l'intimidation.
Dans une société française où l'école est un pilier de l'éducation et de la socialisation, le harcèlement scolaire reste un fléau souvent silencieux. Lin, avec sa maîtrise du taekwondo et sa discipline mentale, choisit de ne pas plier devant les exigences d'Antoine et de ses acolytes. Ce choix reflète une vérité essentielle, le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle. En France, où l'on valorise le débat et la défense de ses convictions, Lin incarne cette idée en refusant de se soumettre à une injustice. Cette leçon s'applique à chacun de nous. Dans nos lieux de travail, nos écoles ou nos cercles sociaux, dire non à l'intimidation ou à l'abus de pouvoir, même au risque de représailles, est un acte de dignité. Un autre enseignement majeur est l'importance de la solidarité. Lin ne se bat pas seule. Des élèves comme Claire, Sophie et Malik, d'abord spectateurs passifs, trouvent en elle l'inspiration pour s'unir et témoigner. Cette dynamique rappelle les valeurs de fraternité inscrites dans la devise républicaine française. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations où le silence semble plus sûr, mais l'histoire de Lin montre que la force collective peut renverser les injustices. Appliquée au quotidien, cette leçon nous pousse à soutenir ceux qui luttent, à briser le silence face aux abus, que ce soit en dénonçant une injustice au travail ou en aidant un ami en difficulté. Comme Lin, nous pouvons devenir des catalyseurs de changement en encourageant les autres à se lever. L'histoire met également en lumière l'échec des institutions face au harcèlement. Le témoignage de Madame Martin, l'ancienne professeure, révèle comment les signalements ont été ignorés à cause de l'influence des puissants. Cela reflète une réalité parfois douloureuse en France, où les hiérarchies sociales ou économiques peuvent étouffer la vérité. Pourtant, l'issue du procès, avec la victoire de Lin, prouve que la justice peut triompher lorsque les preuves et la vérité sont mises en lumière. Cette leçon nous invite à persévérer dans la quête de justice, même face à des obstacles institutionnels. Dans nos vies, cela signifie ne pas abandonner face à la bureaucratie ou à l'indifférence, mais chercher des alliés, avocats, associations, collègues, pour faire entendre notre voix. Enfin, le programme d'autodéfense de Lin, devenu un symbole d'autonomisation, illustre l'importance de l'éducation et de la confiance en soi. En enseignant à ses camarades comment se défendre, Lin ne leur donne pas seulement des techniques physiques, mais aussi un sentiment de dignité et de contrôle sur leur vie. En France, où l'éducation est une valeur cardinale, cette initiative résonne comme un rappel que l'apprentissage ne se limite pas aux salles de classe. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en cultivant nos propres compétences, qu'il s'agisse d'apprendre à négocier, à gérer le stress ou à défendre nos droits, et en aidant les autres à faire de même. Comme Lin, nous pouvons transformer nos expériences en outils pour renforcer notre communauté. En conclusion, Les Ombres de Montaigne est plus qu'une histoire de combat physique, c'est un appel à l'action pour refuser l'injustice, bâtir des alliances et croire en la possibilité de changement. Lin Nguyen nous enseigne que le vrai courage est ce de défendre ce qui est juste, même lorsque le monde semble contre nous. Appliquons ces leçons dans nos vies, osons dire non à l'oppression, soutenons ceux qui luttent, et n'oublions jamais que nos actions, même petites, peuvent transformer une communauté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour inspirer d'autres personnes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de courage et de justice. Et vous, quelle leçon tirez-vous de l'histoire de Lin? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, votre voix compte.